Cette immigration est une page importante de l'histoire de la France à l'égard de ses colonies et notamment de la Guadeloupe. Alors, la demande de main-d'œuvre a été formulée par les usiniers, les propriétaires agricoles ici, à la suite de l'abolition de l'esclavage. Ne disposant pas de la main-d'œuvre suffisante, ces propriétaires fonciers sont intervenus auprès des gouvernements afin que l'on trouve cette main-d'œuvre-là. Et c'est ainsi que la France, qui possédait ses 5 comptoirs en Inde, a mis en place effectivement cette immigration indienne sur la base d'un contrat d'engagement liant l'immigré au propriétaire. Et naturellement, c'est ce contrat d'engagement qui a permis de mettre en place cette page d'histoire dénommée engagisme. Et de fait, la France, pour répondre à cet appel des maîtres fonciers ici, leur a donné satisfaction sans intégrer dans ce contrat les éléments susceptibles d'accorder un certain nombre de droits aux immigrants venant de l'Inde. Et de fait, ces immigrés ou ces engagés arrivés ici se sont retrouvés dans des conditions qui rappelaient celles connues par les serfs avant la Révolution française. Et en vérité, cet engagisme était une forme d'esclavage moderne, disons à l'époque, mise en œuvre pour répondre aux intérêts capitalistes de ces propriétaires fonciers. Ce processus a été mis en place à partir de 1854, puisque le premier convoi arrivé ici date du 24 décembre 1854, et cette immigration s'est terminée définitivement en 1889. Pendant donc plus de 30 ans, cette main-d'œuvre a été importée et on considère, selon les historiens, que plus de 42 000 Indiens sont arrivés en Guadeloupe sur cette trentaine d'années. Il est évident que ces Indiens, hélas pour eux, confrontés aux conditions de vie, confrontés aux difficultés inhumaines qu'ils trouvaient sur place, n'ont pas effectivement trouvé des conditions d'épanouissement pour s'implanter au mieux en Guadeloupe. Ce qui fait que cet engagisme-là a été pour eux un calvaire terrible, se traduisant par un nombre de morts considérable, puisque sur les 42 000 arrivés, il y a plus de 20 000, près de 30 000 d'ailleurs, qui sont morts. Tant et si bien que lorsqu'on examine les chiffres, outre le retour à peu près de 10 000 en Inde, il s'est trouvé en Guadeloupe environ 14 000, 15 000 Indiens avant la guerre de 1914. Ça montre bien comment ces Indiens ont été pratiquement éliminés dans ce système qui, loin de comporter une dose d'humanité, était plutôt l'enfer pour eux. Aussitôt arrivés ici, ils étaient confrontés à des conditions de vie qui aboutissaient à leur anéantissement culturel et aussi culturel. D'ailleurs, ils étaient confrontés à des oppositions radicales, y compris, par exemple, par rapport à l'Église catholique, mais aussi les propriétaires fonciers, craignant peut-être une capitalisation de leur identité au profit d'un certain nombre de revendications,
s'opposaient radicalement à la mise en œuvre de leur propre identité. Et de fait, un processus de créolisation a été engagé très rapidement et les langues qu'ils possédaient, parce qu'il faut savoir quand même qu'une douzaine de langues sont arrivées ici et ces langues-là ont pratiquement disparu. Ils étaient dans l'obligation d'adopter la langue créole qui était la langue officielle avec un paradoxe historique, c'est que les Noirs issus de l'esclavage délaissaient la langue créole pour eux chargée de malédiction au profit de la langue française qui recelait pour eux quand même des éléments d'émancipation, alors que les Indiens adoptaient et défendaient cette langue créole qui était la langue d'intégration, de leur intégration dans le pays. Donc ils ont perdu beaucoup de leur identité. Mais à leur mérite, les langues telles que le tamoul et l'hindi sont restées dans les relations avec les dieux. Et jamais la langue créole n'a pénétré un temple hindou, jamais. Donc ces Vatsyalous, ces prêtres qui détenaient ces prières et ces langues tamoul ou hindi, les ont conservées et ces langues-là ont été transmises de génération en génération, d'ailleurs jusqu'à nos jours. Et ça a été un capital important, puisqu'on a sauvegardé quand même une partie de ces langues-là. Évidemment, confrontés à l'hostilité de la société, à tout point de vue, ils ont eu du mal à sauvegarder leur tradition. Mais à leur mérite, dans la clandestinité, en luttant au mieux, ils ont réussi à conserver le culte, déformé peut-être, mais le culte en honorant les principales divinités qui les accompagnaient. Ils ont conservé aussi beaucoup d'éléments culturels. Vous savez, la danse indienne, la musique indienne, tout en étant confrontés à cette hostilité de la société, ces arts ont persisté et ont permis d'ailleurs aux générations futures et à la postérité de fonder les bases de ce qui constitue l'indianité aujourd'hui. Et il y a un domaine où cette indianité s'est pratiquement imposée au pays, c'est dans le domaine de la gastronomie. Et là, avec l'arrivée de ce qu'ils apportaient avec eux, notamment du point de vue végétal, ils ont intégré dans la nature guadeloupéenne des éléments qui lui étaient totalement étrangers. Et de fait, comme Paoka, Avelka, Pikenga, tous ces produits végétaux se sont retrouvés dans la cuisine indienne et avec une prouesse extraordinaire, c'est la sauvegarde du Colombo, sauvegarde qui a permis à ce plat de devenir finalement un plat national guadeloupéen consommé aujourd'hui par tout le monde. Et ce capital-là, il est quand même précieux. Et donc, ça montre que malgré ces conditions inhumaines de vie, ces Indiens ont réussi à enrichir l'identité guadeloupéenne en lui apportant ces éléments constitutifs aujourd'hui de la personnalité de ce pays. Confrontés à l'exploitation, ils n'avaient pas tellement de moyens de réponse. Hélas pour eux, la mort, le suicide, a été aussi une réponse. Parce que beaucoup ont préféré la mort à la vie qui était la leur. Mais, à l'exemple aussi du marronnage mis en place par les Noirs lors de l'esclavage, ils ont emprunté cette voie. Et il y a eu un marronnage indien assez important. Et ce marronnage a permis d'ailleurs à certains Indiens de quitter la Guadeloupe et d'aller dans des îles étrangères environnantes. Au-delà, ils ont préféré aussi le vagabondage. Ils ont préféré être des mendiants plutôt que de subir l'engagisme. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu dans le pays beaucoup d'Indiens qui vivaient comme ça, dans la nature, qui vivaient dans la mendicité, parce qu'ils préféraient ce mode de vie à la vie sous la plantation, quoi.
ce qui fait que la dégradation a été importante, et à tout point de vue. Et aujourd'hui, quand on essaie d'analyser tout ce qui s'est passé et qu'on retrouve encore dans cette présence indienne ces éléments d'origine, on ne peut que saluer et quelque part avec fierté la mémoire de ces Indiens-là. Parce que ça a été quand même extraordinaire, malgré une hostilité générale du pays, de survivre et de conserver ce capital humanitaire qui était le leur. Alors cette immigration a pris fin déjà de par la volonté du gouvernement britannique. Parce que lui, compte tenu des conditions de vie, aussi des rivalités entre la France et l'Angleterre, a imposé la fin de cette immigration. Bon, la France ne s'est pas pliée d'un coup, mais aussi le contexte était tel que les propriétaires fonciers ont accepté la fin de l'engagisme parce qu'ils subissaient une crise sucrière importante au début du XXe siècle. Et cette crise-là ne sollicitait pas, n'exigeait pas de main-d'œuvre supplémentaire. Et tout naturellement, l'engagisme s'est terminé et l'Indien a pris le cheminement d'intégration dans la société guadeloupéenne. Et cette page-là, quand on l'analyse après un siècle, on se rend compte que l'engagisme existe, constitue un élément fondamental qui a permis à la postérité de bâtir cette communauté indienne telle qu'on la connaît aujourd'hui.